Mesdames, Messieurs, bienvenue, nouvelle édition de l'Égypte à la une. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche du siège de Saint-Marc à l'occasion de la fête de Pâques. Dans un télégramme, le président el-Sisi a réaffirmé à sa sainteté la forte unité nationale et les liens de fraternité et d'amour entre le peuple égyptien, musulman et chrétien. Le président a également envoyé des messages de félicitations à la communauté copte expatriée par l'intermédiaire des ambassades et des consulats du pays. La semaine sainte s'est terminée ce dimanche 5 mai par la célébration de Pâques dans toutes les églises à travers l'Égypte. Les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. La veille à la messe, le pape Tawadros II, patriarche de l'Église copte orthodoxe, a exprimé sa grande appréciation pour les vœux sincères du président de la République à cette occasion sacrée. Les détails dans ce commentaire. L'Église copte orthodoxe a célébré ce dimanche 5 mai la fête de Pâques dans une ambiance marquant l'unité nationale. D'importants dispositifs sécuritaires ont été déployés autour des églises à travers la République en prévention de toute tentative de déstabilisation au cours des fêtes. Samedi 4 mai, le pape Tawadros II, patriarche de l'Église copte orthodoxe, a présidé la messe de Pâques à la cathédrale de Saint-Marc. Des ministres, de hauts responsables d'État ainsi qu'un représentant de la présidence ont assisté à la messe à côté des centaines de fidèles chrétiens. À cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu à féliciter sa sainteté le pape Tawadros II ainsi que les chrétiens d'Égypte pour la fête. Dans un message publié sur sa page officielle Facebook, le président leur a présenté ses meilleurs vœux, rappelant à cette occasion les préceptes de Jésus guidant l'humanité à la paix et à l'amour. Pour sa part, le pape Tawadros II a remercié le président el-Sisi ainsi que tous les responsables pour leurs félicitations, notamment le Premier ministre et les ministres de la Défense et de l'Intérieur. Le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed El-Taïb, le ministre des Waqf et le mufti de la République ont également félicité le pape. La fraternité unissant musulmans et chrétiens en Égypte est un modèle de coexistence, de tolérance et de citoyenneté à suivre partout dans le monde, a affirmé le grand imam d'Al-Azhar. Le pape Tawadros II a exprimé sa grande appréciation pour la visite des dignitaires musulmans et de hauts responsables à la cathédrale, qui incarne la solidité de relations entre les deux composantes de la société égyptienne, musulmans et chrétiens, qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. La visite de l'émir du Koweït, Cheikh Mash'al Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah en Égypte mercredi dernier confirme la profondeur des relations historiques qui unissent les deux pays frères. Elle représente une forte impulsion pour renforcer la coopération dans divers domaines, notamment économiques. Il s'agit de la première visite de Cheikh Mash'al en Égypte depuis qu'il a pris les rênes de l'émirat en décembre dernier. Plus de détails dans ce commentaire. Partant des relations historiques et bilatérales étroites entre l'Égypte et le Koweït et leurs deux peuples frères et en réponse à l'invitation adressée par le président Abdel Fattah el-Sisi à son Altesse l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Mash'al Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, son Altesse a visité la République arabe d'Égypte, ce qui est la première visite officielle de son Altesse en Égypte après avoir assumé sa position en tant qu'émir de l'État frère du Koweït. Le président el-Sisi et l'émir du Koweït ont tenu une séance d'entretien bilatéraux suivie d'une séance élargie incluant les membres des deux délégations. Les deux parties ont examiné les différents aspects de la coopération commune dans les secteurs de l'investissement et du commerce, de l'énergie, de l'infrastructure, de la santé, de l'éducation, de la culture et du tourisme, où elles ont fait l'éloge des progrès actuels dans ces secteurs et de la croissance constante des relations économiques et commerciales entre les deux pays en particulier, reflétant les intérêts communs qui les lient et la représentation de l'État du Koweït en tant que partenaire central de la République arabe d'Égypte dans le secteur de l'investissement et du commerce et les différents aspects de la coopération économique. Concernant la guerre d'Israël contre Gaza, les deux parties se sont mis d'accord sur la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et durable dans la bande de Gaza, de faciliter l'accès sûr, adéquat et durable de l'aide humanitaire au peuple palestinien dans les territoires occupés et sur la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y compris la mise en place des mécanismes des Nations Unies à l'intérieur de la bande de Gaza pour faciliter l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Ils ont également mis l'accent sur le rejet de la poursuite par Israël de ses opérations militaires, y compris leur éventuelle extension à la ville palestinienne de Rafah, et ont mis en garde contre les graves conséquences humanitaires d'une telle initiative. Ils ont également souligné la gravité des pratiques israéliennes qui élargiraient la portée du conflit et menaceraient la sécurité et la stabilité de la région, ainsi que la paix et la sécurité internationale.
Concernant la Libye, les deux parties ont mis l'accent sur la nécessité de respecter la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Libye, de rejeter tous les types d'ingérence étrangère dans ses affaires. Le président Sisi et son hôte ont également examiné la situation au Soudan. Ils ont affirmé qu'il était impératif de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et durable au Soudan en rejetant les interventions étrangères visant à soutenir militairement l'une ou l'autre des parties. La sécurité hydraulique de l'Égypte faisait également l'objet des discussions. L'émir du Koweït a mis l'accent sur le soutien total de son pays à la sécurité hydraulique de l'Égypte en tant qu'une partie intégrante de la sécurité de l'eau arabe et a souligné le rejet total de son pays de toute action ou mesure qui affecte les droits de l'Égypte sur les eaux du Nil et la solidarité avec elle dans la prise de toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour protéger sa sécurité et ses intérêts en matière d'eau. Les deux parties ont par ailleurs mis l'accent sur l'importance de la sécurité et de la stabilité de la navigation sur les voies navigables de la région conformément aux dispositions du droit international, des conventions internationales, surtout la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 afin de garantir la liberté et la fluidité de la navigation et d'assurer la sécurité et la stabilité sur ces voies. Au cours de la visite de l'émir du Koweït en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a remis à son Altesse le Cheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah le collier du Nil pour approfondir et incarner les relations solides entre les deux pays frères. La première visite du Premier ministre biélorusse en Égypte s'est terminée par la signature de 3 accords entre les deux pays sur le commerce, la coopération boursière et l'investissement bilatéral. Les détails dans ce commentaire. L'Égypte et la Biélorussie ont signé mardi une série de mémorandums d'accord pour promouvoir le commerce et les investissements bilatéraux. La cérémonie de signature s'est déroulée dans la nouvelle capitale administrative en présence du Premier ministre Mustafa Madbouli et de son homologue biélorusse Roman Golovechenko. Au cours de la cérémonie, l'autorité douanière égyptienne et le ministère biélorusse de la réglementation anti-monopole et du commerce ont signé un accord visant à renforcer le système commercial mutuel entre les deux pays. L'accord vise à protéger et développer les intérêts économiques des deux pays et à renforcer l'efficacité du contrôle douanier sur les marchandises et les véhicules échangés entre eux. Les deux pays ont également signé un protocole d'accord pour une coopération bilatérale visant à stimuler les investissements. Dans le cadre de l'accord, les autorités compétentes d'Égypte et de Biélorussie encourageront le partage d'informations sur les opportunités d'investissement, les lois, les réglementations et les politiques en les mettant à la disposition des entreprises des deux parties. En outre, les deux parties ont signé un accord visant à promouvoir la coopération bilatérale sur le marché des capitaux, visant notamment à renforcer la participation des investisseurs en facilitant la collaboration technique sur le marché des valeurs mobilières, des contrats à terme et d'autres marchés de produits d'investissement. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri et son homologue français Stéphane Séjourné se sont rencontrés mercredi dernier pour discuter de la situation dans la bande de Gaza et d'un cessez-le-feu négocié par l'Égypte pour l'enclave. L'Égyptienne Sameh Choukri a rappelé ce mercredi à la nécessaire flexibilité de chacune des parties pour parvenir à un accord de trêve entre Israël et le Hamas à Gaza lors d'une visite au Caire de son homologue français Stéphane Séjourné. Cette visite intervient alors qu'une médiation qatari, égyptienne et américaine de longue haleine a fait naître un espoir de trêve entre Israël et le mouvement Hamas, associé à la libération d'otages après près de 7 mois de combats et de bombardements quasi quotidiens dans la bande de Gaza. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères égyptien, les deux ministres ont examiné les résultats des négociations indirectes de trêve entre le Hamas, la faction palestinienne au pouvoir à Gaza et Israël, en vue de parvenir à un cessez-le-feu dans l'enclave et à l'échange d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. L'Égypte a présenté des propositions de trêve applicables aux deux parties, qui devraient faire preuve de la flexibilité nécessaire pour parvenir à un accord qui épargnerait aux Palestiniens une effusion de sang, a fait remarquer M. Choukri. M. Séjourné a pour sa part déclaré que la France était disposée à soutenir les efforts arabes visant à régler la question palestinienne. Le chef de la diplomatie française a aussi rappelé les efforts de son pays pour contenir l'escalade entre Israël et le Liban à leurs frontières, soulignant que l'éventuelle trêve à Gaza devrait dans le même temps s'accompagner d'une trêve similaire au Liban. Les deux ministres ont également réaffirmé leur rejet absolu de toute tentative israélienne de liquider la cause palestinienne en déplaçant les Palestiniens hors de la bande de Gaza.
Les deux responsables sont convenus de rejeter totalement toute opération militaire terrestre dans la ville de Rafah, désormais le seul refuge pour des millions de personnes à Gaza, en raison de graves préoccupations humanitaires et du risque de débordement régional. Depuis des mois, l'Égypte, le Qatar et les États-Unis tentent de négocier un nouvel accord entre le Hamas et Israël portant sur une trêve dans la bande de Gaza et la libération des otages. L'Égypte célèbre aujourd'hui la fête de Cham el-Nessim. Cette fête, qui signifie littéralement respirer la brise, est la fête du printemps systématiquement fériée. C'est le grand pique-nique national où plus de 50 millions d'Égyptiens occupent tous les espaces verts du pays. Cette fête, qui se déroule le lundi de la Pâque copte, rassemble l'ensemble du pays. Plus de détails dans ce compte rendu. Le jour de Cham el-Nessim est une fête populaire nationale et un jour férié en Égypte qui célèbre l'arrivée du printemps. Elle a lieu chaque année le lundi de Pâques. En 2024, Cham el-Nessim a lieu ce lundi 6 mai. Lors de cette fête, les Égyptiens envahissent les jardins, les parcs publics, les pelouses, les bancs et les champs où ils organisent des pique-niques géants. C'est un grand rassemblement national annuel qui compte plus de 60 millions de personnes à travers tout le pays. Les gens mangent pour l'occasion du poisson cru conservé dans le sel, des œufs, des oignons, de la laitue et des pois chiches verts. On pense que Cham el-Nessim est une fête qui trouve ses origines au temps de l'Égypte pharaonique, car des fouilles archéologiques ont montré de ce genre de célébration datant il y a 4700 ans. Elle tire son nom du terme hiéroglyphe Shemu qui veut dire renaissance ou début de la vie, quand les premiers bourgeons apparaissent et la terre se verdit avec le début du printemps. Le printemps et surtout son début incarnent toujours quasiment dans toutes les anciennes civilisations le début de la création et la renaissance des êtres vivants. À cette occasion, les Égyptiens de l'époque se rendaient aux abords du Nil et dans les lieux où il y a de la verdure. Ils s'offrent des œufs colorés, du poisson salé, des oignons et de la laitue. Ces aliments sont présentés par les anciens Égyptiens en offrande à leurs dieux à l'occasion de cérémonies du printemps et renvoyaient chacun de ces aliments à un symbole, comme par exemple les œufs symbolisent le début de la vie chez les Égyptiens de l'époque en référence au poussin qui éclot d'une matière inerte sur la colline primordiale au début de la création du monde selon la pensée théologique égyptienne à l'époque. Le poisson salé est l'expression de l'attachement des Égyptiens au Nil d'où proviennent les poissons. L'oignon symbolise la volonté de vivre et de vaincre la mort et les maladies. L'oignon était suspendu au mur des maisons pour cette occasion. Et les laitues, une plante sacrée qui symbolisait la jeunesse éternelle. Le projet de la Grande Transfiguration visant à développer le sud du Sinaï promet de faire de Sainte-Catherine une destination de premier plan pour le tourisme religieux, environnemental et thérapeutique. L'Égypte entre dans la phase finale du projet monumental de la Grande Transfiguration, un lieu distinctif qui sert de point de convergence pour la religion monothéiste. Le Premier ministre a exprimé l'intention de l'Égypte de présenter ce projet comme un cadeau au monde entier et à toute la religion, rendant hommage à son importance qui englobe des références islamiques, chrétiennes et juives. Il a souligné la profonde importance de ce site car il abrite la vallée sacrée du Touwa, Jabal Moussa, mont du Sinaï, la montagne Al-Tor et le célèbre lieu de la Transfiguration. Le projet initialement annoncé en 2020 vise à transformer ce lieu unique évoqué par la religion monothéiste en une destination mondiale chérie par les visiteurs du monde entier. Le projet est financé par l'autorité des nouvelles communautés urbaines avec un budget de 10 milliards de livres égyptiennes. Il comprend le développement de l'aéroport de Sainte-Catherine, le transformant en un aéroport international doté d'un terminal passager spacieux à la hauteur de la stature de la ville. De plus, des écologes, des hôtels de montagne et un nouveau quartier résidentiel à Zaytouna font partie du projet. Le projet fournira plus de 1000 chambres touristiques et hôtelières, positionnant ainsi la ville comme une destination touristique importante. L'ensemble du projet adhère aux normes de l'UNESCO car la zone
est inscrite au patrimoine mondial et réserve naturelle selon la loi égyptienne. L'État a signé des contrats avec des sociétés internationales pour la gestion de certains hôtels de Sainte-Catherine et des négociations sont toujours en cours avec d'autres sociétés internationales pour commencer à exploiter le reste des installations de la ville. La conception du projet maintient l'harmonie avec la nature en garantissant que les bâtiments ne dominent pas les aspects naturels et patrimoniaux, en préservant les couleurs existantes, l'agriculture et l'aménagement général du site, notamment des oliviers mentionnés dans divers livres saints dont le Saint-Coran sont incorporés au projet. D'autres éléments du projet comprennent le développement de la zone bédouine, des logements et des voies piétonnes, ainsi que l'amélioration des infrastructures, des installations et des mesures de prévention des inondations. De plus, une place de la paix sera créée pour accueillir diverses célébrations, activités et spectacles. L'Égypte aspire à accueillir jusqu'à 30 millions de touristes d'ici 2028, s'appuyant sur le record de 14,9 millions de touristes enregistrés en 2023. Le tourisme constitue une source vitale de devises étrangères pour l'Égypte et le projet de la grande transfiguration est sur le point de contribuer de manière significative à cet objectif. Le monastère de Saint-Paul est un des principaux monastères coptes orthodoxes d'Égypte. Il est situé dans le désert près de la mer Rouge, à environ 155 km au sud-est du Caire. Le monastère est aussi connu sous le nom de monastère des Tigres. Les détails dans ce compte rendu. Le monastère de Saint-Paul de Thèbes date du 5e siècle. Il a été fondé sur la grotte où l'ermite Saint-Paul de Thèbes a vécu pendant 80 ans. Originaire d'Alexandrie, Saint-Paul faisait partie d'une famille aisée. À seulement 16 ans, il se retire dans le désert, fatigué des persécutions des Romains, devenant le premier ermite connu. Le premier témoignage sur l'existence du monastère de Saint-Paul est fourni par Antonine de Plaisance, qui a visité la tombe de Saint-Paul l'ermite dans les années 560. Les premiers moines à occuper le monastère peuvent avoir été Melchites, mais ils furent suivis par des moines égyptiens et syriens. Les Syriens peuvent avoir eu une existence soutenue au monastère, car il semble qu'ils ont aussi occupé le monastère durant la première moitié du XVe siècle, après quoi leur présence disparaît. Comme la plupart des monastères d'Égypte, celui-ci a subi plusieurs attaques de tribus de Bédouins. Le plus destructif fut en 1484, quand plusieurs moines du monastère furent tués et la bibliothèque brûlée. Le monastère fut ensuite reconstruit sous le patronage du pape Gabriel VII d'Alexandrie, de 1526 à 1569. Celui-ci envoya 10 moines du monastère syrien pour peupler le monastère de Saint-Paul. Durant la seconde moitié du XVIe siècle, le monastère fut attaqué de nouveau et saccagé par les Bédouins, forçant les moines à quitter. Le monastère resta déserté pendant 119 ans, puis repeuplé par un groupe de moines venant du monastère Saint-Antoine sous le patronage du pape Jean XVI d'Alexandrie, qui régna de 1676 à 1718. Il fit reconstruire le monastère en 1701. Le monastère actuel a 3 différentes églises. Celle de Saint-Paul ermite, construite au sous-sol, fut à l'origine creusée dans la grotte où le saint vivait et où ses restes sont conservés. Les 2 autres églises sont nommées d'après saint Mercurius et l'archange Michel. Le monastère est entouré de hauts murs construits durant le XVIIIe siècle et le XIXe siècle. Il a aussi une tour, un ancien réfectoire, un moulin et une source que l'on croit avoir servi à Saint-Paul ermite durant ses 80 ans de réclusion à cet endroit. Une deuxième source, connue comme la fontaine de Marie, est nommée d'après Myriam, la sœur de Moïse, que l'on croit avoir lavé ses pieds durant l'Exode.
Le monastère a plusieurs manuscrits illustrés, incluant la version copte de la liturgie divine et le commentaire sur l'épître de Saint Paul à titre de Saint Jean Chrysostome. Nous parvenons ainsi, mesdames, messieurs, au terme de cette édition. Nous vous remercions infiniment. Bonne journée à tous.